Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais recevoir une personne qui m'a personnellement beaucoup impacté. Je vous laisse découvrir, ou bien je vous laisse deviner qui il est, mais il est l'auteur de la chaîne à succès Investir au pays. Vous l'avez deviné, Philippe Simo est avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous allons d'abord parler de son concept investir au pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous allez découvrir vous-même, peut-être un peu plus en profondeur que ce que vous avez l'habitude d'écouter ou bien de l'écouter dire. Donc, on va parler de son concept d'investir au pays. On va parler également de la diaspora africaine. Est-ce que la diaspora africaine est vraiment utile à l'Afrique, oui ou non? Il va nous dire ça un peu plus en détail. Et enfin, il va nous dire, est-ce qu'on peut réussir en Afrique sans quitter l'Afrique par exemple? Philippe va nous dire tout ça dans cette vidéo. Et à la fin, il va vous donner quelques points précis, quelques domaines d'activité ou bien quelques secteurs précis où vous devez investir ou bien vous pouvez investir, que vous soyez en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Philippe va vous donner des pépites dans cette vidéo. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. D'ici là, allons-y, on va retrouver Philippe tout à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour Justin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Comme je disais en introduction, c'est un peu difficile. Ou bien ça sera très difficile pour des personnes que je dirais encore qui est Philippe, tout ça. Très rare que les gens ne te connaissent pas déjà. Donc, mais néanmoins, je vais te laisser te présenter. Ok. Pour ces rares personnes qui ne te connaîtront pas encore. Ouais, Donc, je te laisse rapidement te présenter. Ok. Les personnes qui te découvrent. Donc moi je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur, passionné de business, mais aussi d'Afrique. Et ma passion aujourd'hui, c'est de travailler à faire développer le continent africain au travers de l'entrepreneuriat. Et à ce titre-là, j'ai plusieurs sociétés dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays en Afrique. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir démontrer qu'avec de la volonté, de l'intelligence, on peut réaliser des choses exceptionnelles sur le continent africain. Donc l'une de nos missions aussi, c'est de faire de la formation. On forme des entrepreneurs, des porteurs de projets, afin qu'ils puissent réaliser bien évidemment tout ce qu'ils souhaitent réellement, parce qu'on se rend bien compte que beaucoup de gens veulent lancer des choses, mais soit ils ne savent pas par où commencer, soit ils ont commencé quelque chose et ils ne savent pas faire que ça marche. Et donc, en fait, en réalité, on a besoin de formation. Donc, on passe une grosse partie de notre activité à former des entrepreneurs pour les aider à aller un peu plus loin. Donc, faites rapidement ça. C'est très rapide. Voilà. Mais je pense qu'il y a des questions qui vont venir et qui vont faire en sorte que tu vas nous dire plus de ce que tu fais. Pas de problème. Déjà, à commencer par le concept investir au pays. Tout se trouve dans ça. Investir au pays. Le concept, il est là. Mais est-ce que tu peux nous amener encore un peu plus en profondeur de ces concepts investir au pays? Oui, bien sûr. Je crée investir au pays parce que je me rends compte qu'il y a un désamour et une forme de rejet de plus en plus présente de la part de la diaspora au sujet de l'Afrique. Or, les gens sont allés en Europe en espérant que l'Europe serait un endroit où ils trouveraient un Eldorado. Et arrivé en Europe, on se rend compte qu'en fait, non, il n'y a pas d'Eldorado là-bas. Il faut bosser dur pour avoir un salaire qui ne te permet même pas en fait, de vivre confortablement avec ta famille au pays. Parce qu'il faut bien savoir que chez nous, quand tu commences à avoir du succès, c'est toute la famille qui s'accroche à toi. Et donc, c'est difficile de prendre soin de soi, de sa famille, en plus de ceux qui sont au pays. Et donc, généralement, l'argent ne suffit pas, sans compter les arnaques que les gens ont déjà eues et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'Afrique souffrait d'un déficit d'image, d'une mauvaise image, et que même ses enfants étaient parvenus à gober ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, il faudrait redonner de l'espoir aux gens en leur montrant qu'on peut rêver en Afrique et accomplir là-bas des choses extraordinaires. Les Américains ont ceci de fabuleux qu'ils savent mettre en avant toutes les petites réussites qu'il y a chez eux. On fait des films sur des choses basiques. Or, chez nous, ici en Afrique, on a des gens qui étaient balayeurs de rue qui sont devenus multimilliardaires. Mais personne on ne le sait pas. Il y a des gens ici, par exemple au Cameroun, on fait cette interview au Cameroun, il y a des gens ici qui sont multimilliardaires, qui ont de grosses entreprises, mais les gens ne savent même pas que hier c'était des centres de domicile fixe. Parce qu'on n'a pas la culture du storytelling. On ne raconte pas nos histoires. Or, on ne sait pas que quand tu racontes une histoire, tu inspires les gens, tu fais rêver les gens, et les gens se projettent. Et donc, du coup, l'un des objectifs, par exemple, justement, de notre plateforme Investir au pays, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs pour qu'ils racontent leur vie.
et que les gens se rendent compte qu'en fait, la personne qu'on voit là qui est multimilliardaire aujourd'hui n'a pas toujours été multimilliardaire. Elle a commencé petitement et parfois même elle a commencé plus bas que là où tu es aujourd'hui déjà. Et pourtant elle est parvenue à faire de grandes choses. Donc il faut que les Africains apprennent à rêver, mais qu'ils aient des modèles africains pour que ça leur parle plus. Et donc investir au pays a été ce canal-là par lequel on faisait comprendre aux gens que l'avenir du monde se joue en Afrique. Et ce serait dommage que la diaspora, mais aussi ceux qui sont sur place, ratent cette opportunité-là. Parce que c'est toujours très surprenant de voir que des Européens, des Américains, tout le monde se bat pour venir en Afrique. Et des Africains sont prêts à affronter la Méditerranée parce qu'ils veulent fuir le continent. Alors là, je ne vous coupe pas, mais tout à l'heure, vous avez parlé, il y a une phrase très importante, vous dites que la diaspora, en fait, africaine, alors parlez-nous vraiment de cette diaspora-là. Est-ce qu'elle est vraiment utile à l'Afrique? Si oui, comment? Et comment vous projetez, c'est-à-dire que la vision que vous avez de la diaspora africaine, ou bien ce que la diaspora devait en réalité être par rapport à ce que la diaspora est aujourd'hui? Alors, moi je la catégorise en 3 à peu près. Il y a la diaspora, comment j'appelle la diaspora inconsciente. C'est-à-dire la diaspora qui, elle est là pour la fête, tu vois. C'est la diaspora qui, en Europe, ils boivent les bouteilles de champagne, ils prennent les photos devant les belles maisons, les belles voitures, ils envoient celles-ci en Afrique pour blaser tout le monde. Ce sont les mêmes qui, quand ils reviennent au pays, viennent pour coucher avec toutes les filles du quartier, parce qu'il faut qu'on sache que maintenant ils viennent d'Europe. Ou encore, c'est encore les mêmes qui, chez les femmes, quand elles viennent, ramènent ses talons à 15 cm. Tout le monde doit savoir qu'elle vient d'Europe et tout. Ça, c'est pour moi la diaspora inconsciente. Elle ne lui sert à rien du tout. Elle est même néfaste, à la limite. Il y a la deuxième catégorie, qui, elle, est la diaspora consciente. Elle est consciente des enjeux et elle est consciente qu'elle peut faire quelque chose pour que les choses changent. Et il faut le dire. Aujourd'hui, j'ai un peu de visibilité, mais il y a beaucoup de gens de la diaspora qui reviennent dans nos pays pour travailler. Ils ne sont juste pas visibles. On ne sait pas qui ils sont. Par exemple, l'immeuble dans lequel nous sommes maintenant, dans lesquels nous avons nos locaux, appartient à une jeune dame qui vit en Allemagne. Mais on ne peut pas savoir que cet immeuble, qui est un des plus grands immeubles, c'est le plus grand immeuble même de la rue ici, appartient à quelqu'un qui est en Allemagne. Si elle travaille dans le silence, elle fait ses choses et elle avance. Donc il y a cette diaspora-là quand même qui est consciente que les choses doivent se faire en Afrique et qui vient pour le faire. Et puis il y a une troisième catégorie, à qui je pense je parle beaucoup, qui pour une raison ou pour une autre n'agit pas encore. Peut-être qu'elle a peur. Parce qu'elle a entendu beaucoup de choses négatives. Peut-être qu'elle s'est déjà fait arnaquer une première fois par sa famille, elle a été vaccinée, donc elle ne veut plus y aller. Ou peut-être qu'elle ne sait simplement pas par où commencer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la diaspora en Europe sont les enfants de personnes africaines qui sont allées en expatriation en Europe. J'aime bien dire qu'ils sont allés en expatriation, pas en immigration. Parce que quand les Européens viennent ici, on dit qu'ils sont en expatriation. Quand nous on va là-bas, on dit qu'on est immigrés. Voilà. Donc il y a une partie de la diaspora africaine qui s'est expatriée en Europe et en Amérique et qui a eu des enfants là-bas. Mais ces enfants-là ne connaissent pas l'Afrique. Ils savent qu'ils sont africains parce que leurs parents sont africains, mais ils ont du mal avec la connexion avec le continent africain. Donc à ceux-là, il faut leur montrer comment faire. Il faut démystifier l'Afrique, parce que malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, tout ce qu'ils entendent de l'Afrique, beaucoup d'entre eux croient qu'en Afrique, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'internet. Quand tu marches en route, tu rencontres des singes et des lions. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France, il y a des gens qui me demandaient si je suis venu à la... Comment j'ai fait pour arriver en France. Pour blaguer, je leur ai dit je suis venu à la nage. Certains ont cru. Ils ont cru, ah ouais, toi tu es un grand nageur et tout. Ils disent, mais tu es bête ou quoi? Je crois qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de tape. Donc les gens ont une image de la jungle en Afrique. Et il faut faire ce travail de pédagogie qui consiste à dire aux gens, non, en Afrique, il y a des gens qui n'ont rien à envier à l'Europe. Il y a des gens qui, même si tu les payes, ils n'iront pas en Europe. Parce qu'ils vivent une vie de rêve en Afrique. Et ça, c'est ce qu'il faut montrer aux gens, parce qu'en fait, l'être humain est porté par le rêve. L'être humain doit rêver. Or, on a essayé de faire que l'image de l'Afrique soit associée à malheur, pauvreté, corruption, dictature, de telle sorte que les gens ne rêvent plus d'Afrique. Or, en Afrique, il y a de très belles histoires. L'Europe est entièrement construite, il n'y a plus rien à faire en Europe. En Afrique, tout est à faire. Qui va le faire si ce n'est pas des Africains? Mais effectivement, ce que vous dites, ça a du sens parce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ceux que vraiment, on dit chaque génération a son leader, chaque génération a son visionnaire, et vous êtes clairement cette personne-là qui a changé la vision même, que ce soit des Africains en Europe ou bien des Africains qui sont en Afrique.
Et quand vous dites que non, tout se joue en Afrique, l'avenir du monde se joue en Afrique, beaucoup pensent encore que c'est une utopie. Pour dire, mais Philippe, tu parles de quoi? Comment tu dis que l'avenir du monde se joue en Afrique? Pourtant, il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui rêvent encore d'aller en Europe. Et quand, par exemple, un certain Philippe Simo aujourd'hui, Simo dit que non, on peut réussir en Afrique. On dit, mais pourtant, Philippe lui-même, il a été en Europe. Pourquoi il dit que nous autres, on ne peut pas aller? Est-ce qu'au Sénégal, c'est un peu ça, quand Tionien vient dire aux gens que non, tout est en Afrique, on dit, mais Tionien, tu es allé. Comment tu nous dis de ne pas aller? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de réussir en Afrique? Alors, première chose, ni Tionien, parce qu'on en a déjà parlé, ni moi, nous disons qu'il ne faut pas aller à l'étranger. Jamais. Parce que le voyage, ça enrichit. Exactement. Le voyage enrichit un homme. Donc, je ne serai jamais contre le fait qu'un Africain voyage. Au contraire, je pense même que l'Afrique est un peu là où elle est aujourd'hui parce que les Africains n'ont pas voyagé. Les Européens ont voyagé partout. Et ils sont partis partout à gauche à droite. Et ils ont piqué des choses, ils ont appris, ils ont copié partout. Ils sont venus chez nous, ils ont vu notre médecine. Ils sont partis en Amérique latine, ils ont vu ce que les gens faisaient là-bas. Ils sont partis en Asie. Et le voyage a fait qu'au final, ils ont copié à gauche à droite. Ils sont venus chez eux et ils ont amélioré tout ça. C'est ça le voyage. C'est que le voyage t'ouvre l'esprit. Le voyage fait que tu ne vois plus le monde de la même manière. Donc, il y a un intérêt à ce que les Africains voyagent. Donc, on ne peut pas être contre. Par contre, je dis, peu importe là où tu vas, souviens-toi de ta maison. Je me rappelle toujours de ce que j'avais un collègue nigérian, il y a cela pas mal d'années, il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il disait que partout là où tu pars, home is home. La maison, c'est la maison. Aucun endroit ne remplacera la maison. Et en réalité, c'est ça le truc. C'est que partout là où la diaspora est dans le monde, et je voyage beaucoup pour la rencontrer, vous avez fait tous les continents pratiquement. Voilà. La diaspora ne se sent nulle part à l'aise comme à la maison. Le problème, c'est que, comme je disais, beaucoup d'entre nous ne veulent pas rentrer pour diverses raisons. Donc, mon message n'est pas de dire aux gens qu'il ne faut pas aller à l'étranger. Pas du tout. Mon message, c'est de dire aux gens, il ne faut pas aller à l'étranger en pensant que le paradis, c'est à l'étranger. Il ne faut pas être de la première catégorie de la diaspora. Voilà. Il ne faut pas aller à l'étranger en pensant... Et ce que je veux dire là est très important, Justin, parce que moi, je suis convaincu qu'un homme, c'est d'abord un conditionnement moral. Si vous êtes convaincu que le succès, l'avenir, tout se joue à Dakar, et que vous êtes au Cameroun, tant que vous êtes au Cameroun, vous allez être inactif. Vous allez attendre le jour où vous allez arriver à Dakar pour vous déployer. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de jeunes. C'est qu'arrivant en Europe, ils se révèlent être des génies, des talents. Mais parce que dans leur tête, ils avaient mis depuis le départ que c'est en Europe que les choses se font. Donc quand ils étaient en Afrique, ils étaient passifs. Ouais. Et c'est le problème de la jeunesse en Afrique. C'est que la jeunesse en Afrique, pour certains en tout cas, ne se déploie pas comme elle pourrait. L'impuissance apprise. C'est ça, c'est de l'impuissance apprise. Elle croit que c'est quand elle va aller en Europe. Et quand c'est la même personne, tu la mets en Europe, elle fait des choses extraordinaires. Mais quand elle était en Afrique, elle était comme inhibée. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait réaliser des choses sur place. Et donc mon message, c'est de dire aux gens, si tu veux aller ailleurs, vas-y. Mais n'y va pas en pensant que c'est le paradis là-bas. Le paradis, c'est toi qui te le crées. Exactement. Et tu peux créer ton paradis partout dans le monde. Tu peux créer ton paradis. Voilà, parce que même si tu vas dans un petit village retiré, tu te vois toujours dans le petit village, il y a des gens là-bas qui s'en sortent mieux que les autres. Parce qu'en fait, l'enrichissement répond à des principes. Quand on applique ces principes, même si on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, même si on est sur le mont Kilimandjaro, ça marche. Alors, en 2-3 mots, je sais que moi, Philippe, déjà, une petite parenthèse peut-être de moment pour moi de faire un petit hommage. Moi, je venais juste de finir mes études en architecture, hein, et pour la première fois, j'ai assisté à votre séminaire à Dakar à l'hôtel Fleur de Lys aux Almadies, juste 3 mois après mon diplôme d'architecture, et c'est là-bas où j'ai appris beaucoup de choses de Philippe. Il a dit que le premier séminaire, nous avons fait quelque chose sur l'ikigai, après les différentes valeurs de création, de richesse, et ainsi de suite. Et je venais peut-être ici très rapidement vous parler que l'enrichissement obéit à des principes, peut-être en 2-3 mots. Comment réussir concrètement? Quelles sont ces lois-là, 2 ou 3 lois que vous jugez nécessaires pour que tout Africain doit suivre, si c'est en 2-3 phrases? Ok, 2-3 minutes. La réussite est d'abord intérieure. Intérieure. Ça veut dire que ça, c'est le premier principe. C'est le premier principe. Intérieur. La réussite est intérieure et il faut donc croire en soi. Quoi? La foi. Parce que les gens ne croient pas en eux. Les gens croient que j'ai le blanc qui est fort.
Ouais. Tu vois, des expressions comme ça, on entend ça très souvent ici en Afrique. C'est le blanc qui est fort. Ah, ça, c'est les choses des blancs. Ça, c'est pas pour nous, ça. C'est-à-dire, quand quelque chose est bon ou excellent, on a tendance à dire que ce sont des choses des blancs. Parce qu'on a intériorisé une fois de plus qu'on n'en est pas capable. Donc, la première chose pour un être humain qui veut s'en sortir, c'est de croire que il n'y a personne sur cette planète qui est plus intelligent que moi. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Justin a fait quelque chose, je peux le faire. Je peux le faire. Si Philippe a fait quelque chose, je peux le faire. C'est la première chose, la confiance en soi. Croire que je peux le faire. Et il ne faut pas confondre la confiance en soi avec l'orgueil mal placé. L'orgueil mal placé dit, la confiance en soi dit, personne n'est plus fort que moi. L'orgueil mal placé dit, je suis plus fort que les autres. Non. Autant personne n'est plus fort que moi. Autant je suis comme tout le monde. Pour maintenir un niveau d'humilité par rapport aux autres. Donc c'est le premier principe, la confiance en soi. Le deuxième principe, c'est de comprendre un des principes fondamentaux de la richesse, qui est de dire que tant que tu n'abandonnes pas, tu réussis. Tant que tu n'abandonnes pas, tu finis par réussir. Ok. On peut prendre ce qu'on veut. Peu importe le domaine. Okay. La seule, si tu es sûr de réussir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est tout. Que ce soit dans le sport, dans l'architecture, dans tous les domaines que tu veux. Tant que tu n'abandonnes pas, tu es sûr que tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que l'échec, c'est l'abandon. Okay. Tant que tu n'as pas abandonné, tu es juste en train d'apprendre en fait. Tu apprends et tu t'améliores, tu apprends et tu t'améliores. Jusqu'au jour où tu vas avoir les résultats que tu veux. Et si tu continues, tu vas être de plus en plus excellent. Ouais. Donc la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que on a beaucoup d'échecs parce que les gens finissent par abandonner. Et la troisième chose que je pense qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que l'être humain est un être en perpétuelle évolution. Il faut qu'il continue de se former. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre nous, comme un auteur l'avait dit, beaucoup d'êtres humains sont morts à 25 ans, donc on va les enterrer à 75 ans. Donc ils se promènent comme ça, comme des cadavres. C'est ça des zombies en fait. Des zombies. Parce qu'ils ont arrêté d'apprendre à 25 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans? Ils ont eu leur diplôme. Après le diplôme, ils sont finis. Il faut juste voir combien de personnes lisent des livres pour apprendre. L'une des pires erreurs que l'éducation fait dans nos pays, même dans le monde entier, c'est que les gens croient que le diplôme, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Or, l'école est un lieu où on a de la connaissance, mais en réalité, quand tu as fini l'école, tu dois continuer d'apprendre. Ouais. Le cerveau, c'est une machine qui se nourrit, et elle se nourrit de ce qu'on lui donne. Donc, je dirais aux gens, croyez en vous, n'abandonnez jamais et formez-vous. Vous mettez ce trio ensemble, vous allez faire des exploits. Et alors, pour se former, on va juste parler de ça après la question que je vais dire, parce que l'une des choses quand même qui fait à ce que Philippe est exceptionnel et qui est en train de changer le monde, c'est changer la tête des Africains, changer ce qu'il y a. Donc on va revenir un peu sur les différentes formations que vous faites. Mais beaucoup qui suivent Investir au pays, dans Investir au pays, on voit investissement. Donc Philippe, vous pouvez nous dire rapidement quels sont vos propres investissements que vous avez fait en Afrique et quels sont les investissements pratiques que vous proposez aux jeunes Africains, que ce soit les Africains de la diaspora ou bien les Africains qui sont sur place. Quels sont, parce que je sais, vous avez dit quelque part que vous êtes une seule personne et vous ne pouvez pas faire 10 000 choses. Et il y a ces choses que vous, beaucoup d'ailleurs, que vous-même vous l'avez fait et d'autres que vous avez recommandé à d'autres personnes de le faire. Donc, quels sont vos propres investissements à vous et quels sont aussi les investissements ou bien les secteurs d'activité que vous pensez que les Africains doivent massivement se lancer dedans? Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de touche à tout. J'ai fait beaucoup de choses. Mais fondamentalement, aujourd'hui, on a ouvert ici au Cameroun notre société dont l'objectif est de créer ce qu'on appelle un centre, un agrotech. Okay. Agrotech, c'est-à-dire qu'on veut faire un système intégré, un peu à la Songhai au Bénin, okay, avec une ferme écologique dans laquelle rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc on a notre ferme déjà dans laquelle on fait des élevages de poulets, de poissons, de porcs, de poulets bio, bref, on a notre ferme. À côté de cette ferme-là, on a de l'agriculture, puisqu'on travaille quand même sur un certain nombre d'hectares, et on fait plusieurs cultures, maraîchères, piments, tomates, vivrières, ainsi de suite. Et l'objectif derrière, c'est qu'on a créé maintenant, justement, on est en train de créer nos usines de transformation. Okay. Parce que le but, c'est que ce qu'on produit, on le transforme. Et en parallèle de ces usines de transformation qu'on est en train de créer, on a ouvert
des boutiques. On a notre premier point de vente. Donc l'idée, c'est de maîtriser la chaîne. Ok. Je produis, je transforme, je distribue. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Ok. Donc voilà le challenge dans lequel on est. Et on veut faire un modèle qu'on va pouvoir exporter dans d'autres pays. Ça, c'est le challenge à ce niveau-là. Le deuxième domaine dans lequel on s'investit nous-mêmes, c'est le business en ligne. Parce qu'on croit qu'Internet a changé le monde et continue de le faire. Donc nous, on est très à cheval sur tout ce qui va être gagner de l'argent en ligne au travers des choses comme Amazon, parce que c'est une plateforme qui permet de gagner beaucoup d'argent, mais aussi des plateformes comme YouTube. Parce que YouTube est une plateforme dans laquelle on gagne pas mal d'argent quand on sait comment s'y prendre. Et à part ces investissements, à part ces domaines-là, on est bien évidemment, comme beaucoup dans le domaine du foncier, on achète des terres, et dans le domaine de l'immobilier, on construit des immeubles sur ces terres. Donc voilà à peu près rapidement pour les domaines dans lesquels nous sommes aujourd'hui, en sachant que comme je disais tout à l'heure, dans le domaine de la transformation, ça entraîne beaucoup de choses. D'accord. Les machines, et demain on veut pouvoir fabriquer nous-mêmes nos machines en Afrique pour transformer nos produits. Ok, d'accord. Et moi, tout à l'heure, quand j'arrivais au siège d'Investir au Pays, je voyais que vous êtes déjà très occupé. Voilà pourquoi la dernière question, peut-être je vais combiner ensemble. Quels sont les types d'investissements que vous proposez ou bien les types d'activités que vous proposez à la diaspora et à l'Afrique et aux Africains qui vivent en Afrique et vos formations disponibles pour accompagner notamment, parce que c'est bien beau de dire que non, investissez dans ça, mais de montrer comment faire. Je suis d'accord. Oui. Voilà. Alors, déjà pour commencer par la dernière question, toutes nos formations sont disponibles sur notre plateforme investiropayes.com. Donc, investiropayes.com. Onglet formation. Pour ceux qui veulent que l'on ait une séance de coaching, il y a investiropayes.com, onglet coaching. Okay. Voilà, ce sont les deux espaces où vous trouvez ce qu'il faut en termes de formation et de coaching. Et dans ces plateformes, vous allez voir des formations clés en main. Vous pouvez les suivre de partout. Et il y a des accompagnements. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un prend une formation dans le domaine de YouTube, on va lui montrer comment lancer sa chaîne YouTube et on va le mettre dans un groupe où il va être accompagné par un coach. Pour ça. Donc, le but pour nous, c'est pas juste de former les gens, parce qu'on sait que former sans accompagner, ça diminue l'efficacité. Donc, on tient vraiment à accompagner les gens. Maintenant, dans quel domaine? Eh bien, c'est un peu la logique qu'on a suivie. C'est qu'on pense que pour avoir un développement harmonieux, il faut que l'on maîtrise le secteur primaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, et ça c'est honteux de dire ça, on se retrouve encore à utiliser des outils du Moyen-Âge pour faire l'agriculture. On utilise la houe, la daba, la machette, des choses du Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on peut être compétitif avec un agriculteur européen qui utilise un tracteur et en 2 heures, il a travaillé 1 hectare? Nous, 1 hectare, pour le travailler, c'est peut-être 10 personnes sur une semaine. On ne peut pas être compétitif. Donc il faut à tout prix que l'on trouve le moyen de mécaniser notre agriculture. Et donc, mais pour mécaniser, c'est pour ça qu'il y a une logique. Le secteur primaire, je travaille la terre. Mais pour pouvoir bien travailler la terre, j'ai besoin de technologie. Donc j'apprends à mécaniser. Mais en apprenant à mécaniser, j'acquiers la technologie et la science qu'il faut pour pouvoir être bon dans le domaine de la mécanique. Parce que c'est la base en fait en production. C'est qu'avec la mécanique, je crée des machines. Mécanique, électronique, ainsi de suite. Je crée des machines. Et tu vois bien qu'aujourd'hui en Afrique, on importe quasiment tout ce qui est machine. Quasiment tout à l'étranger. Ce qui est un non-sens quand on sait que ces connaissances sont disponibles aujourd'hui. Tout le monde, on n'achète pas. Normalement, les téléphones, on devrait les faire. Les voitures, on devrait avoir 4, 5, 6 marques de voitures en Afrique. Alors, il commence à y en avoir. Mais on devrait avoir une dizaine de marques. Parce que la population est grande ici. On devrait avoir nous-mêmes nos propres marques d'électroménager, nos réfrigérateurs, nos micro-ondes, nos congélateurs, adaptés avec notre température. Parce qu'on va toujours prendre des achats ailleurs, à gauche, à droite, alors que ces machines-là ont été conçues pour des pays tempérés. On devrait pouvoir donc développer tout cela ici. Mais ça, c'est le secteur secondaire. Et donc, derrière, il y a le secteur tertiaire. Parce que nous, on a beaucoup de personnes dans le métier du tertiaire. Marketing, vente, communication. Mais vous vendez quoi? Vous vendez quoi, c'est ça? On est allé au secteur tertiaire sans maîtriser le secteur secondaire. Donc, du coup, on a un vide. On a le secteur primaire qui peine, le secteur tertiaire qui est plutôt pas mal, mais entre les deux, il n'y a pas de secteur secondaire. Donc, moi, je pense qu'on devrait rattraper notre retard avec l'industrialisation. On ne peut pas se développer en Afrique sans s'industrialiser. Donc, les Africains, en fait, ce que vous préconisez, c'est l'industrialisation. C'est l'industrie. Il faut qu'on s'industrialise à tout prix. Moi, je dois le dire, il faut que les Africains deviennent obsédés par la transformation. C'est-à-dire, il faut qu'à chaque fois qu'un Africain arrive quelque part, qu'il se demande comment on a fait pour aboutir à ça.
On est parti de quelle matière première? On a utilisé quelle machine pour obtenir ça? Figure-toi que même pour les poissons, parce que moi j'ai de la pisciculture, on achète la nourriture des poissons à l'étranger. Waouh, non, ça c'est... On achète la nourriture des poissons, elle fait les bateaux, arrivent en Afrique pour qu'on puisse la donner aux poissons, la nourriture des poissons. C'est un non-sens, alors qu'on a les composants de cette nourriture sur place. C'est comme le bois. On prend le bois, on coupe les billes de bois, on les fait sortir et on les transforme en meubles, on nous les renvoie et on achète les meubles super chers. Ouais, ça c'est... C'est le drame de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent de matières premières. Mais on fait ça à tous les niveaux, même au niveau de nos cerveaux. On envoie nos jeunes footballeurs à 16, 17 ans aller en Europe, se former là-bas et avoir des produits finis dont l'Europe et les autres bénéficient. On a la logique de la matière première. Et c'est cette logique qu'il faut casser. Le cacao, l'Afrique est le premier producteur de cacao dans le monde avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. À eux deux, ils ont plus de 70% de toute la production mondiale de cacao. Mais quel est le grand chocolatier africain? Les gens prennent les matières premières et le cacaoyer, le cacaoculteur, celui qui cultive le cacao, est pauvre. Et ça c'est... Or, la maison du chocolat est multimilliardaire. Parce que l'enrichissement est dans la transformation. Dans la transformation. Donc les Africains doivent devenir obsédés de transformation. On a des matières premières, mais on dit tout le temps qu'on a le cobalt, non? En RDC. Tu sais à quoi ressemble le cobalt? Non. Les Africains savent. On dit tout le temps qu'on a le manganèse. Si on te montre le manganèse, tu sais à quoi il ressemble? Tu sais même pas c'est quoi. Tu dis qu'on a l'uranium. Tu sais à quoi ressemble l'uranium? Non. On est vraiment, comme mon père dit souvent, la maladie de l'Afrique, c'est l'ignorance. Et l'ignorance est la pire des maladies. Quand un homme est ignorant, il est foutu. Donc il faut que les Africains prennent conscience de leur retard et travaillent pour combler le vide, combler le manque. Et pour ça, il faut qu'on s'industrialise. Il faut qu'on fasse l'école en Afrique adaptée à nos besoins. Qu'on arrête d'aller copier les programmes scolaires français, belges, je ne sais pas trop qui d'autres, pour venir apprendre ça aux Africains. Je suis toujours très choqué de me rendre compte, après 5-10 ans, que les problèmes du quotidien en Afrique ne sont pas réglés par nos ingénieurs. À quoi ils nous servent? Non, ça c'est... On forme des ingénieurs en Afrique et tu te demandes, et ce sont des Chinois qui viennent trouver des solutions pour les mamans qui vendent les beignets. Oui. À quoi nous servent nos ingénieurs? Parce que notre école n'est pas adaptée pour résoudre nos problèmes. Et c'est de ça qu'il est question. Et ça doit changer. Et ça passe bien sûr par des plateformes comme investiraupays.com. Donc, rendez-vous sur investiraupays.com, donc page Facebook, Instagram, YouTube et tout ce que vous pouvez imaginer sur Internet. Tapez juste Investir au pays et je vous assure, je sais que je l'ai dit à l'introduction, ça va être très très rare de voir encore des personnes qui ne savent pas investir au pays en regardant cette vidéo. Donc, Philippe, très rapidement, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup pour l'accueil et en tout cas, c'est un honneur pour moi parce que il faut que les gens qui me suivent également sachent d'où je viens. Moi, je me suis formé massivement auprès de Philippe, surtout par les séminaires physiques en présentiel. Et on vous attend à Dakar d'ici 2 mois. D'ici quelques semaines, c'est ça? D'ici quelques semaines, oui, on viendra à Dakar pour faire une formation, voilà. Effectivement. Donc, personnellement, je me suis beaucoup formé avec Philippe et c'est l'une des personnes que je vous recommande vivement de suivre de très près parce que ce que Philippe dit, c'est ce qu'il fait. Donc, on a suivi et aujourd'hui, on fait. Moi, quand vous m'avez dit que non, en fait, tu es architecte, mais tu sais que tu peux gagner de l'argent avec ça. Je suis allé chercher. Voilà, aujourd'hui, je vends mes compétences aussi en ligne sur mes pages, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que Philippe, c'est quelqu'un qui a beaucoup impacté personnellement. Je ne sais même pas combien de milliers ou bien de millions d'autres personnes vous avez impacté, mais moi, je suis un témoin. Donc, Philippe, merci beaucoup pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et peut-être pour des milliers d'autres personnes, millions même. Hein? Parce que je sais qu'Investir au pays actuellement, vous êtes à 3-4 millions de vues par jour. Je sais pas. On a beaucoup de vues, c'est vrai. Mais déjà, merci pour ton temps. Je suis très content de tes progrès, parce que je suis ce que tu fais. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des gens comme Justin pour lesquels tu peux voir un avant-après. C'est-à-dire, quand on a connu Justin, même il a dit sortez d'école, et il avait comme perspective, comme tout le monde, trouver du boulot dans une société pour aller avoir de l'argent dedans. Mais il s'est rendu compte qu'il avait du potentiel. Ça part de là. Il a cru en lui. Il a cru qu'il pouvait le faire parce qu'on lui a dit ce qu'il devait faire. Mais s'il ne croyait pas, il ne l'aurait pas fait. Et il a cru en lui. Il s'est lancé.
Et ça n'a pas été facile. Je n'ai pas besoin d'avoir les détails, mais je sais qu'il a beaucoup cravaché. Il y a des moments où ça a été difficile, des moments où il a peut-être douté, peut-être des moments où il a voulu abandonner. Et c'est le lot de tous les entrepreneurs. Et il est passé par là. Et aujourd'hui, il a continué de se former comme il disait. Il a appliqué le trio dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il est dans le process. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, fondamentalement, pour terminer, c'est que vous qui me regardez, vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'en avez pas deux, vous n'en avez pas 10. Une seule. Et il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas la gâcher parce que un sondage qui a été fait auprès des personnes qui étaient en fin de vie a révélé que la plupart du temps, les gens, quand ils sont sur le point de mourir, ne regrettent pas les choses qu'ils ont échouées. Ils regrettent les choses qu'ils n'ont jamais essayé. Les choses qu'ils auraient voulu faire toute leur vie, mais qu'ils n'ont jamais pu faire. Et la pire chose, la dernière chose que je peux vous souhaiter, c'est que vous ayez ce type de regret plus tard. Lancez-vous, donnez-vous la chance de réussir, donnez-vous la chance de vous découvrir, osez vous surprendre. Et de telle sorte que demain, peu importe les résultats, vous soyez sans regret. L'Afrique est un endroit qui va se développer, c'est sûr, mais la vraie question c'est qui va la développer? Est-ce que ce sont les Chinois, les Indiens ou alors les fils de l'Afrique? C'est ça la question. Moi j'ai fait mon choix. Et vous savez de quel côté je suis. Maintenant la balle est dans votre camp. Merci Philippe. Merci Justin. À bientôt. À bientôt.